Dans le monde silencieux et luxueux des restaurants 5 étoiles, certains noms ne sont prononcés qu'en chuchotant. Dans le restaurant le plus exclusif de Moscou, la Plume d'Or, un nom résonnait comme un coup de tonnerre, inspirant la terreur. Geneviève Davenport. Elle était l'épouse d'un millionnaire, une femme dont la cruauté était aussi légendaire que la fortune de son mari. D'un seul commentaire acerbe, elle pouvait détruire une carrière. Pendant des années, elle régnait en tyran impeccable dans son royaume de cristal et d'argent. Mais les tyrans ont toujours une faiblesse. Ils construisent leurs empires sur des fondations de mensonges. Et que se passe-t-il quand une nouvelle serveuse, une femme discrète et observatrice, qui n'a rien d'autre qu'un passé qu'elle croyait avoir laissé derrière elle, commence à tirer sur ses fils? Ce n'est pas une histoire de lieu. C'est l'histoire de la destruction silencieuse d'un monstre. Un plat parfaitement servi à la fois. L'air était imprégné d'or et d'argent. C'était un parfum complexe et stratifié. Note de fond, le cuir ancien des canapés Chesterfield du salon. Note de cœur, les parfums russes coûteux mêlés à l'odeur de cire d'abeille des panneaux de chêne poli. Et une note de tête métallique et piquante, l'ambition. Pour Chloé Mitchell, c'était le goût du désespoir. Seulement 3 mois plus tôt, elle était assistante de recherche junior auprès de Daniel Peterson, l'un des journalistes d'investigation les plus tenaces de Chicago. Elle vérifiait méticuleusement les sources et traquait les archives publiques rares. Puis le journal a réduit ses effectifs, et son rêve s'est évaporé en même temps que son salaire. Sa première soirée fut un ballet vertigineux de règles. Les verres d'eau étaient remplis exactement à 1 pouce sous le bord. Ni plus, ni moins. Les assiettes à pain étaient débarrassées par la gauche, le plat principal servi par la droite. En polissant un verre à highball avec un linge en lin, il avait dit « Tu vois cette table ?» Il avait fait un signe de tête vers la banquette d'angle, la place la plus convoitée du restaurant, pour l'instant vide. C'est le trône, et la reine arrive à 8 heures précises, tous les vendredis soirs. Chloé avait suivi son regard. La reine Geneviève Davenport, avait murmuré Liam. Le cristal avait teinté doucement. L'épouse de Richard Davenport, tu sais, Davenport Industries, l'homme qui possède la moitié de l'acier des gratte-ciel de cette ville. Chloé connaissait ce nom. À Chicago, tout le monde le connaissait. Richard Davenport était un titan, une figure de pouvoir immense et d'influence discrète. Si elle demande de l'eau avec un seul cube de glace parfaitement carré et une tranche de citron coupée à 30 degrés, tu vas en cuisine et tu trouves un rapporteur, s'il le faut. Une seule erreur, un seul faux mouvement, et elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas vu ton renvoi. Oh, c'est... Et peut-être même ton inscription sur la liste noire de tous les restaurants à l'ouest de l'Hudson. Chloé avait senti un nœud se former dans son estomac. Ce n'était pas une cliente exigeante. C'était un prédateur. Est-elle vraiment si terrible ? Avait demandé Chloé. Dans son ancien travail, elle avait affronté des patrons arrogants et des politiciens fuyants, mais c'était une cruauté d'un autre genre, personnelle, mesquine, jouée pour le public. À 8 heures pile, un silence était tombé sur la salle. Chloé servait une table voisine de la 7, ce qui la rendait nerveuse. Pendant la première heure, elle s'était concentrée sur ses tables, et ses gestes étaient redevenus de plus en plus fluides. Elle entendait la voix de Geneviève, basse, contenue, mais qui portait même dans sa douceur. Elle n'avait pas besoin d'être forte. Sa puissance résidait dans la précision. Le vrai spectacle avait commencé avec le plat principal. Un jeune serveur nommé Sam, pâle d'angoisse, servait la table voisine. En se penchant pour poser une assiette de coquilles Saint-Jacques poêlées, sa manchette avait flotté une fraction de seconde au-dessus du bord de l'assiette de Geneviève. Il ne l'avait même pas touchée, mais Geneviève s'était reculée. « Enlevez tout !» Richard Davenport avait soupiré doucement, mais était resté silencieux, les yeux fixés sur son assiette. Un homme prisonnier dans une cage dorée, avec un très beau serpent très venimeux. Monsieur Henderson était apparu à la table. Son visage était un masque d'excuses douloureuses. Sam restait debout derrière, tremblant comme un condamné. Chloé observait ce spectacle pitoyable. Ce n'était pas une question d'hygiène, ni de nourriture. C'était un jeu de pouvoir, une exécution publique. Liam avait appelé cet endroit le repère du dragon. Il avait raison. Et Chloé Mitchell, debout dans l'ombre avec une carafe d'eau à la main, venait de rencontrer le dragon. Ce qu'il ignorait, c'est que Chloé avait appris à trouver les fissures dans l'armure. Un murmure de compassion avait parcouru le personnel. Liam avait légèrement secoué la tête, mais Chloé avait hoché la tête. « Oui,
Monsieur Henderson. Les 15 minutes suivantes, elle s'était préparée comme pour une bataille. Elle avait relu le dossier des Davenport, mémorisant leurs préférences. Geneviève préférait de l'eau plate sans glace, lime. Richard buvait un Macallan 25 ans, 2 doigts, sans rien ajouter. Quand les Davenport étaient arrivés, Chloé s'était approchée de la table avec un professionnalisme neutre. « Bonsoir, monsieur et madame Davenport. Je m'appelle Chloé. Je serai votre serveuse ce soir. » Les yeux de Geneviève avaient de glisser sur elle, regard froid. Eau plate, citron vert, avait-elle tranché. Chloé avait exécuté le service initial à la perfection. Eau servie, whisky versé, corbeille de brioche posée doucement. L'illusion s'était brisée quand Geneviève avait commandé un bisque de homard. 10 minutes plus tard, Chloé avait posé devant elle une élégante assiette. Le bisque était velouté, d'une couleur corail. Geneviève l'avait contemplé avant de prendre sa cuillère. Elle en avait pris une cuillerée, l'avait portée à ses lèvres et s'était arrêtée. Ses yeux s'étaient plissés. Elle avait reposé la cuillère. « Problème en cuisine aujourd'hui ? » »« Pas du tout, madame Davenport. Le bisque n'est pas à mon goût, il est tiède, » avait-elle déclaré d'une voix résonnant d'une déception théâtrale. « J'attends que mon potage soit chaud. C'est si difficile à comprendre. » Chloé savait que le potage n'était pas tiède. La vapeur s'élevait. C'était un test. Mais au lieu de craquer, Chloé était passée en mode enquête. « Je vous apporte immédiatement un nouveau bisque bien chaud. Ne vous donnez pas cette peine, le moment est gâché. » Elle avait regardé son mari. « Tu vois, Richard, c'est exactement de ça que je parle. Les standards ici déclinent. Ils déclinent complètement. » Richard Davenport s'était contenté de faire tourner le liquide ambré dans son verre. « Ce n'est qu'un potage, Jen. Ce n'est jamais seulement un potage, Richard, » avait-elle répliqué d'une voix glaciale. « C'est le reflet des standards que cette serveuse ne comprend manifestement pas. » Son regard était revenu sur Chloé, tranchant et venimeux. « Comment tu t'appelles déjà ? Chloé ? Madame Davenport. »« Chloé » avait répété Geneviève en savourant le prénom comme un vin aigre. « Eh bien, Chloé, je te conseille d'apprendre à distinguer le chaud du tiède si tu veux survivre ici encore une nuit. » La menace avait flotté dans l'air, épaisse et étouffante. Les clients des tables voisines regardaient maintenant ouvertement. Leur conversation était oubliée. C'était le spectacle pour lequel ils étaient venus. Chloé avait soutenu le regard de Geneviève. Elle n'avait pas flanché, n'avait pas détourné les yeux. Elle avait légèrement hoché la tête, presque imperceptiblement. « Je comprends parfaitement, Madame Davenport. Merci pour cette clarification. Je veillerai à ce que le reste de votre dîner réponde exactement à vos exigences. » Elle avait pris l'assiette de bisque et s'était dirigée vers la cuisine. Ses pas étaient emmesurés. Elle sentait tous les regards du restaurant dans son dos. Son sang-froid était en lui-même un acte de désobéissance. Une explosion émotionnelle aurait été une victoire pour Geneviève. La panique, un trophée. Ce calme professionnel face à une plainte infondée était autre chose. Un refus de jouer selon les règles de Geneviève. En cuisine, le chef Antoine, un Français colérique, l'avait regardé avec pitié et colère. Le bisque était parfait. J'ai moi-même vérifié la température. Je sais, avait murmuré Chloé. Mais elle n'est pas en colère à cause du potage. Elle était retournée en salle et avait continué le service. Tout au long du dîner, Geneviève était restée froidement silencieuse. Mais elle continuait à lancer des coups d'œil à Chloé, dans lesquels perçait l'irritation. C'était le regard d'un prédateur dont la proie ne se comportait pas comme prévu. Elle avait tenté de faire couler le sang, mais n'avait rencontré qu'une surface calme. Quand les Davenport étaient partis, Richard s'était attardé un instant près de Chloé. Il lui avait discrètement glissé dans la main un billet de 100 $ plié. « Désolé pour ça », avait-il murmuré. « Elle est sous beaucoup de stress. » Chloé les avait regardés partir. Le billet plié dans sa main lui semblait une confession coupable. Ce n'était pas du stress, c'était du pouvoir. Et Chloé Mitchell, qui pendant des années avait disséqué la vie des puissants, venait de comprendre que le pouvoir de Geneviève Davenport reposait sur un fondement très fragile, la peur des autres. À sa grande surprise, Chloé n'avait pas peur. Elle était curieuse. Et pour une femme comme Geneviève, c'était bien plus dangereux. La rencontre avec Geneviève avait allumé une étincelle en Chloé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était le désir de comprendre l'anatomie d'un tyran. Dans ses jours de journaliste,
Daniel Peterson lui avait appris que les gens les plus monstrueux vivaient souvent dans les maisons de verre les plus raffinées. Il suffisait de savoir où lancer la pierre. Chloé avait décidé de commencer à chercher des pierres. Son enquête n'avait pas commencé sur Internet, mais dans les tranchées de la Plume d'Or. Le personnel du restaurant était une archive vivante de la tyrannie de Geneviève, une bibliothèque d'histoires murmurées et de souvenirs amers. Dans la petite salle de repos, Chloé écoutait. « Tu te souviens quand elle a accusé le sommelier de se moquer d'elle parce qu'il avait choisi un Riesling allemand ?» racontait un serveur. Elle disait que c'était une allusion à ses origines, ce qui était ridicule. Et comment elle a obligé Amélia l'hôtesse à changer la teinte de son rouge à lèvres parce qu'il était trop provoquant, ajoutait une autre. Amélia pleurait dans les toilettes en l'enlevant. C'étaient des histoires de cruauté mesquine, mais Chloé cherchait une logique. Le fil rouge était l'obsession de Geneviève pour les apparences, pour la mise en scène théâtrale de la sophistication de l'ancienne fortune. Vin, rouge à lèvres, potage, tout était un accessoire. Toute déviation était accueillie par une fureur disproportionnée. Cela indiquait de l'insécurité. Liam le barman était devenu sa source la plus précieuse. Un soir de mardi calme, en polissant des bouteilles de bitter, il avait répondu à la question de Chloé. « Tu es là depuis le plus longtemps, Liam. Comment était-elle quand elle a commencé à venir ?» Liam s'était arrêté. Différente. Ou elle essayait d'être la même, mais elle ne savait pas encore aussi bien jouer. C'était il y a 10 ans environ, juste après son mariage. Elle était anxieuse, observait toujours les autres. Elle apprenait par cœur un scénario. Richard, lui, était simplement heureux. Je pense qu'il était veuf depuis longtemps. Geneviève était belle, charmante. Il ne voyait pas, ou ne voulait pas voir, les rouages qui tournaient sous la surface. Le plus intéressant, c'est ce dont personne ne parle. Avant Richard, Geneviève n'existait pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que les chroniques mondaines ont commencé à parler d'elle le jour de l'annonce de leur fiançailles. Avant ça, rien. Comme si elle était apparue de nulle part. Une belle femme avec une histoire floue. Je n'ai jamais entendu parler de sa famille, les Vance. Une femme sans passé. C'était plus qu'une pierre. C'était une fissure potentielle. Cette nuit-là, Chloé était rentrée dans son petit appartement. Le billet de $100 de Richard Davenport était toujours là. Elle ne l'avait pas dépensé. Il lui semblait une pièce à conviction. Elle avait allumé son vieil ordinateur portable. Elle avait commencé par ce que ferait tout bon enquêteur, les archives publiques. La recherche du nom Geneviève Vance avait donné des résultats maigres. C'était une impasse numérique, comme si le nom avait été tiré d'un roman. Elle avait trouvé les annonces officielles, les articles enthousiastes. Tout répéta les mêmes détails maigres, romance rapide, origine tranquille. Tout était trop propre. Chloé avait commencé à fouiller dans les listes d'invités des galas. Si Geneviève évoluait dans ces cercles, son nom aurait dû apparaître. Rien. Comme l'avait dit Liam, Geneviève Davenport n'existait pas. La frustration grandissait. Chloé pourchassait un fantôme. Elle s'était renversée en arrière. On peut nettoyer le présent, mais on n'efface pas toujours le passé. Elle avait essayé une autre recherche. Elle avait ouvert un outil de recherche d'images inversées. Des heures sans résultat. Mais à la 12e page, un lien étrange était apparu. Il menait vers un site abandonné d'une agence de talent locale à Bakersfield, en Californie. La page était mal conçue, une relique du début des années 2000. Mais sur la page des portraits se trouvait une photo qui avait coupé le souffle de Chloé. La photo était granuleuse, de mauvaise qualité. La fille était plus jeune. Ses cheveux étaient d'un blond platine criard. Trop de fards à paupières bleues et de gloss brillant bon marché, mais la structure du visage était indéniable. Menton pointu, pommettes hautes, regard froid et déterminé. C'était elle. Sous la photo figurait un nom. Ce n'était pas Geneviève Vance, c'était Jenny Albright. Chloé avait senti une montée d'adrénaline, le frisson familier de la chasse. Jenny Albright de Bakersfield, Californie. Un monde très éloigné de l'éducation tranquille en Nouvelle-Angleterre. Elle avait lancé une nouvelle recherche, cette fois sur Jenny Albright et Bakersfield. Les résultats avaient commencé à arriver, puis avaient déferlé. Quelques actualités locales du début des années 2000. Une victoire à un concours de beauté locale. Et puis, elle avait trouvé la pierre de rosette numérique qui avait transformé Jenny Albright en Geneviève Davenport. C'était un lien vers un forum de fans d'une émission de télé-réalité honteuse et éphémère de 2004 intitulée Asphalt Angels. L'émission suivait un groupe de jeunes femmes travaillant comme modèles promotionnels lors de courses locales de Monster Truck. Elles étaient bruyantes,
vulgaire et désespérément en quête d'une toute autre gloire. L'une des stars principales de l'émission, connue pour sa langue acérée et ses disputes dramatiques avec les autres filles, était une blonde fougueuse nommée Jenny Albright. Les mains de Chloé tremblaient quand elle avait cliqué sur le lien d'une vidéo mise en ligne sur une plateforme oubliée. Là, elle était une version bien plus jeune et bien plus brute de Geneviève Davenport, en short en jean et débardeur avec un logo de bière, criant sur une autre femme. Son accent n'était pas le ton contenu d'une matrone mondaine. C'était un parler californien dur et plat. Chloé s'était renversée dans son fauteuil. Un sourire s'était lentement étiré sur son visage. Le dragon n'avait pas simplement une fissure dans son armure. Il avait toute une autre vie enterrée dessous. Une vie qu'elle avait visiblement dépensé des millions de dollars pour effacer. La découverte de Jenny Albright avait changé la dynamique. Mais Chloé savait qu'elle devait être prudente. Une confrontation directe aurait été stupide. Une telle information était une arme. Tant qu'elle gardait cela comme son atout secret, elle continuait ses services avec le même calme déconcertant. Pourtant, son impassibilité avait un effet inattendu sur Geneviève. Le refus de Chloé de se laisser intimider était comme un grain de sable dans le mécanisme parfaitement huilé du monde de Geneviève. Une irritation constante. Elle ne pouvait pas le supporter. Elle devrait la détruire. L'attaque était arrivée le soir le plus chargé du mois, un samedi où la Plume d'Or était remplie de l'élite de Chicago. Les Davenport étaient assis à leur table habituelle, accompagnés de 2 autres couples influents. Geneviève incarnait la grâce et le charme. Mais Chloé, désormais attentive aux signaux subtils, voyait la tension dans sa mâchoire et ses yeux qui revenaient sans cesse vers elle. Elle était un prédateur tournant en rond, attendant le moment parfait pour frapper. Le moment était arrivé juste après le débarrassage. Geneviève avait poussé un léger soupir théâtral. Elle avait porté la main à son lobe d'oreille et ses doigts manucurés avaient tremblé contre sa peau. « Mon Dieu !» avait-elle dit. Sa voix était imprégnée d'une panique soigneusement calculée. Elle a disparu. Richard Davenport s'était tourné vers elle. « Ma boucle d'oreille !» s'était-elle exclamée, haussant la voix. « Ma boucle d'oreille en diamant. Celle que tu m'as offerte pour notre anniversaire, Richard, le diamant Comptal. Elle a disparu. » Une vague d'inquiétude avait parcouru la salle. Geneviève s'était levée, secouant la tête avec une incrédulité feinte. « Elle était là il y a 1 minute. Je me souviens l'avoir touchée juste avant que la serveuse débarrasse. » Ses yeux s'étaient de fixer sur Chloé. « Tu es la serveuse. Tu étais la dernière près de moi. » L'accusation était claire. Chloé avait senti une peur froide, mais son entraînement avait fonctionné. Rester calme, observer, ne pas réagir émotionnellement. « Madame Davenport, » avait dit Chloé d'une voix ferme, « je vous assure que je n'ai pas vu votre boucle d'oreille. »« Bien sûr que tu dirais ça », était intervenue l'amie de Geneviève, Béatrice. Monsieur Henderson avait accouru, le visage blême et couvert de sueur. « Madame Davenport, quel est le problème ?»« Le problème, Henderson, c'est que ma boucle d'oreille, un bijou valant $250 000, a disparu. Et votre serveuse était la dernière près de moi. Je veux qu'on la fouille. Je veux qu'on fouille la cuisine. » C'était le mouvement décisif pour le pouvoir. Une humiliation publique. C'était une condamnation à mort professionnelle. Monsieur Henderson avait regardé Chloé. Ses yeux la suppliaient. « Chloé, as-tu vu quelque chose ?»« Non, monsieur. J'ai débarrassé les assiettes et les ai emportées directement en cuisine. »« Fouillez ses poches », avait exigé Béatrice. « Ce n'est pas nécessaire », avait dit Chloé. « Je retourne volontiers mes poches. Je n'ai rien à cacher. » Geneviève avait reniflé. « Comme si tu l'avais laissée dans ta poche. Elle est probablement en cuisine, cachée dans les déchets. » Le piège était génial. Richard Davenport avait enfin parlé. « Jen, ne précipitons rien. Peut-être est-elle simplement tombée par terre ? Je l'ai cherchée, Richard. Elle n'est pas là. » Le personnel avait commencé une fouille humiliante, rampant à genoux, regardant sous les tables. Chloé restait immobile, accusée silencieuse au centre de la tempête. Elle savait qu'on l'avait piégée. Il fallait changer le récit, utiliser le savoir. C'était le moment pour un coup chirurgical. « Nous n'avons rien trouvé, Madame Davenport », avait rapporté Henderson. « Alors appelez la police », avait ordonné Geneviève. « Je veux porter plainte pour vol. » Le mot « vol » avait flotté dans l'air, le verdict final. Chloé savait que c'était sa dernière chance. Elle ne pouvait pas prouver son innocence, mais elle pouvait saper la crédibilité. Elle avait pris une profonde inspiration et regardé Geneviève droit dans les yeux.
Sa voix n'était pas forte, mais claire. « Madame Davenport, peut-être devriez-vous vérifier à nouveau votre sac à main. Parfois, dans les situations stressantes, nous égarons des objets. » Geneviève avait laissé échapper un petit rire désagréable. « Tu suggères que j'ai oublié ?»« Pas du tout, » avait dit Chloé. « Simplement, les situations stressantes peuvent désorienter. Elles peuvent vous faire sentir dans un autre temps, dans un autre lieu. » Elle avait fait une pause. Par exemple, à Bakersfield. Le nom était tombé avec la force d'un coup physique. Geneviève s'était figée. Sa colère avait disparu, remplacée par une peur primitive. « C'est quoi? Qu'est-ce que tu as dit ?» avait-elle murmuré. Sa voix avait perdu son ton autoritaire. Chloé avait soutenu son regard. « J'ai dit que les choses peuvent te désorienter », avait-elle répété doucement. « Pardonnez-moi si je me suis trompée. » Mais le mal était fait. Chloé ne l'avait accusée de rien. Elle avait simplement prononcé le nom. C'était un signal. Je sais. Le changement subtil dans le comportement de Geneviève était palpable. Sa confiance avait vacillé. Richard Davenport, sentant le malaise, s'était levé. « Ça suffit. Ça va trop loin. Jane, allons-y. Nous réglerons ça avec l'assurance. »« Non, » avait dit Geneviève, mais sa voix avait perdu de sa force. Elle était ébranlée. Et alors Chloé avait joué sa dernière carte. Un risque, un théâtre psychologique. « Monsieur Davenport, » avait dit Chloé, « avant que vous ne partiez, vérifiez la doublure de la poche intérieure droite de votre veste. » Il l'avait regardée, stupéfait. « Ma veste? Pourquoi? Parfois les petits objets lourds tombent et se coincent dans les plis. Ça vaut la peine de vérifier. » Geneviève avait lancé à Chloé un regard empli de poison. Elle avait compris. Chloé lui offrait une sortie, mais une sortie qui la ferait passer pour une parfaite idiote. C'était échec et mat. Richard avait hésité, puis glissé la main dans la poche. Ses doigts s'étaient refermés sur un petit objet dur. Il l'avait sorti. Là, scintillant, se trouvait la boucle d'oreille disparue. Un soupir collectif avait parcouru la salle. « Bon sang !» avait murmuré Richard. « Elle a dû s'accrocher à ma manchette quand je t'ai aidé avec ta chaise. » Il avait regardé sa femme avec agacement. Toute cette agitation, Jane, alors qu'elle était là. L'humiliation avait été immédiate et totale. Geneviève ne semblait plus puissante. Elle semblait ridicule. Sans un mot, Geneviève avait arraché la boucle d'oreille, saisi son sac et était sortie en trombe, toute sa posture criant la défaite. Richard Davenport était resté pour régler l'addition. Son visage était un masque d'excuses fatiguées. Monsieur Henderson avait regardé Chloé. Son expression était un mélange d'admiration et d'horreur. Chloé avait pris une profonde inspiration. Elle n'avait pas exposé Jenny Albright. Elle n'en avait pas eu besoin. Elle avait simplement utilisé un seul mot pour défaire le sang-froid de Geneviève, la rendant non plus seulement cruelle, mais ridiculement absurde. Et dans le monde de Geneviève, être ridicule était un sort bien pire qu'être terrifiante. La table numéro 4 a besoin d'eau. Chloé Mitchell avait affronté le dragon. L'ère de la terreur était terminée.